Bonjour, bon début de semaine à vous. Dans ce 13h, l'actualité est portée sur celle du chef de l'État au Kenya, un agenda bien chargé de rencontres avec ses homologues, dont le président kenyan William Ruto. Les deux chefs d'État envisagent de booster la coopération bilatérale entre leurs pays. Nous sommes le lundi 11 mai et cette journée marque l'anniversaire de la disparition de Bob Marley, survenu en 1981 à Miami, aux États-Unis, à l'âge de 36 ans. Bob Marley, icône mondiale du reggae, le chanteur jamaïcain est commémoré chaque année pour son héritage musical et ses messages de paix partout dans le monde. Et puis un mot sur la guerre au Moyen-Orient. L'Iran a demandé dans sa réponse aux propositions américaines la fin de la guerre dans l'ensemble de la région, y compris au Liban, et le déblocage des avoirs iraniens gelés jusqu'à présent, aux conditions jugées totalement inacceptables par Donald Trump. Nous partons maintenant pour Nairobi au Kenya. Le chef de l'État ivoirien participe au nouveau dialogue Afrique-France, le sommet Africa Forward. Avant l'ouverture de l'événement, le chef de l'État ivoirien s'est entretenu avec ses homologues botswanais, gabonais, libériens et kenyans. La rencontre avec ce dernier a fait considérablement changer la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Kenya. Se trouvant donc le contenu dans ce récit de Mahama Traoré. State House, appellation officielle du palais présidentiel de Nairobi, capitale du Kenya. Avant le début du sommet Africa Forward, le président ivoirien Alassane Ouattara est reçu par son homologue kenyan William Ruto. Les deux chefs d'État se rencontrent pour échanger sur les enjeux majeurs de ce sommet que sont la mobilisation des ressources internes, les mécanismes de financement durable et l'industrialisation du continent africain. Les questions bilatérales sont également évoquées. Alassane Ouattara et William Ruto envisagent notamment de renforcer les relations de coopération entre les deux nations. William Ruto précise sur sa page Facebook les détails de ce qui est envisagé à l'issue de cet entretien qu'il qualifie de fructueux. Merci beaucoup. Notre décision d'ouvrir une ambassade et d'envoyer le tout premier ambassadeur kenyan en Côte d'Ivoire reflète notre engagement commun à approfondir les relations bilatérales et à étendre la présence diplomatique du Kenya en Afrique de l'Ouest. J'ai apprécié l'engagement du président Ouattara d'envoyer un ambassadeur à Nairobi. Notre objectif est de débloquer de plus grandes opportunités dans le commerce, l'investissement et les échanges entre les peuples au bénéfice mutuel de nos citoyens. À Nairobi, c'est un agenda dominical bien chargé pour le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien a également échangé avec d'autres homologues présents au Kenya. Tour à tour, il s'est entretenu avec Douma Boko, président de la République du Botswana, Brice Clotaire Oligui Nguema de la République du Gabon et Joseph Boakai de la République du Libéria. Point commun de ces discussions de haut niveau, la marche du monde, celle de l'Afrique et le renforcement de la coopération bilatérale. L'actualité donc du chef de l'État au Kenya, donc il participe à ce nouveau dialogue économique entre la France et les États africains, un sommet visant à rapporter des réponses aux enjeux communs à la France et aux pays africains. Le sommet Africa Forward, l'objectif est, on le rappelle, de renforcer les partenariats économiques, notamment avec l'Afrique anglophone, dans un contexte de forte tension avec plusieurs pays africains. Un premier sommet donc organisé dans un pays d'Afrique anglophone au-delà de l'ancien précaré français. L'événement est censé incarner un partenariat renouvelé avec le continent africain. Le système de santé est en mouvement par les technologies numériques et avec dessanté.com, vos rendez-vous en ligne et la téléconsultation sont activés en Côte d'Ivoire, une plateforme de télémédecine qui réunit déjà plus de 50 professionnels pour faciliter l'accès aux soins de santé. Yves Niazalé et Aurélia Trokoula. Améliorer la prise en charge des patients, gagner du temps et rapprocher les services de santé des populations. C'est le pari de la plateforme de télémédecine dessanté.com. Il s'agit d'une innovation numérique qui propose des consultations médicales à distance, accessibles via une interface digitale. Généralement, on a des populations qui vivent dans des zones où des spécialistes ne sont pas disponibles. Et même en ville où on a des centres de santé et des spécialistes, souvent les embouteillages, la durée du voyage de votre maison au centre de santé ou aux spécialistes est tellement longue que vous pouvez facilement perdre une journée de travail pour aller voir un médecin. Et donc, l'idée de la santé, c'est de pouvoir réduire ce temps que le patient et que le médecin perdent
dans la rencontre entre les deux éléments. Cette plateforme de télémédecine sera officiellement mise à la disposition du grand public à compter du 8 juin prochain. Elle se présente comme une forme simplifiée pour l'orientation des patients. À présent, un forum international de haut niveau dédié aux troubles du sommeil. Il n'y a pas que l'insomnie. Le domaine médical est encore peu connu et peu pris en compte sur notre continent. Alors, spécialistes africains et européens préparent des solutions thérapeutiques innovantes et surtout adaptées à nos réalités. Ami Traoré et Gilles Tonia. Durant 3 jours, médecins, chercheurs, psychiatres, neurologues et professionnels de santé ont échangé sur les avancées scientifiques, les méthodes de diagnostic ainsi que sur les approches thérapeutiques adaptées aux troubles du sommeil. Les discussions ont également porté sur la nécessité de renforcer la formation des personnels de santé et de développer des structures spécialisées en Afrique. Et c'est important de connaître son temps de sommeil et d'améliorer la qualité du sommeil parce que c'est un facteur qui permet de prévenir des facteurs de risque cardiovasculaires, cardiaques, neurologiques aujourd'hui, un bien-être général et une efficacité surtout dans tout ce qu'on entrevoit. Pour Dr Kwasi Boko Alexandre, pneumologue au CHU de Cocody, les troubles du sommeil restent encore méconnus en Côte d'Ivoire. On a fait des études. La première étude a montré que dans la population générale, 26% avaient le syndrome d'apnée du sommeil. Lorsqu'on a fait des études sur les personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qui sont diabétiques ou qui ont l'hypertension artérielle, nous atteignons 60% pour les diabétiques et 55% pour les sujets qui ont l'hypertension artérielle. Donc c'est dire que c'est une pathologie très fréquente en Côte d'Ivoire, mais souvent, je dirais, sous-estimée et méconnue par les médecins et la population. Cette 3e édition du séminaire Sommeil Europe-Afrique se veut ainsi un véritable cadre de coopération scientifique entre l'Afrique et l'Europe avec pour ambition de renforcer les capacités médicinales, promouvoir l'éducation au sommeil et améliorer la prise en charge des maladies liées au sommeil sur le continent africain. Autre cadre donc de coopération et de réflexion pour l'Afrique porte sur la sécurité, la résilience et la lutte contre l'extrémisme. L'amicale des anciens auditeurs du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, section Côte d'Ivoire, est dans une dynamique démographique dans l'Afrique de l'Ouest. Et cette amicale se réunit pour réfléchir aux opportunités, risques et défis pour le développement donc de cette partie de l'Afrique. On en sait davantage avec Dangui Dangui. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est exportatrice de sécurité. Ce sont les mots de la directrice des relations extérieures du Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Catherine Kelly souligne ainsi les efforts des autorités en matière de sécurité, notamment sur les fronts de la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime. C'était ce samedi à l'ouverture du symposium organisé par l'amicale des anciens auditeurs du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, section Côte d'Ivoire. Nous soutenons bien le déroulement de cet atelier en tant que le CESA, étant donné que nous savons qu'au sein de notre communauté des anciens auditeurs, il y a beaucoup d'experts et militaires et civils et celles et ceux de la société civile qui peuvent aborder d'une manière multidisciplinaire les analyses, les enjeux et les opportunités pour la Côte d'Ivoire. L'amicale des anciens auditeurs du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, section Côte d'Ivoire, se présentait comme un levier tout aussi stratégique en matière de sécurité. Un certain nombre de réflexions ont été menées au tout début sur la question de la sécurité maritime et vous aurez noté que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un des pays les mieux structurés, un des pays en pointe en matière de sécurité maritime. D'autres réflexions sur des thématiques variées, telles que la cybersécurité, ont également été menées et je ne doute pas que ces réflexions sont prises en compte par nos décideurs. Ce symposium d'une journée crée un cadre de réflexion stratégique et pluridisciplinaire sous forme de panels ou d'ateliers sur le thème « Dynamique démographique en Afrique de l'Ouest, opportunités, risques et défis pour le développement national ». L'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, on en parle maintenant, c'est un levier important pour construire une société plus équitable. Et Fako Ouattara et Amidiara Souba présentent dans ce sujet que vous suivrez maintenant les progrès notables et les obstacles persistants en Côte d'Ivoire. On regarde.
Le Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, FIP-PSH, déploie le mécanisme et les pistes pour une société où chaque personne en situation de handicap trouve sa place. C'est le centre d'intérêt de la rencontre hebdomadaire du CICG, Centre d'information de communication gouvernementale, tout savoir sur. Notre pays compte environ 500 000 personnes en situation de handicap. Dans le même temps, le secteur formel emploie près de 975 000 travailleurs, parmi lesquels seulement 6 500 sont des personnes en situation de handicap, soit 0,7% des effectifs déclarés. Là où la loi exige au moins 1%. Voilà les cas que nous avons collectivement la responsabilité de combler. Et c'est précisément pour combler cet écart que le FIPPH a été créé. Le FIP-PSH mène également un travail de sensibilisation pour lutter contre les préjugés encore persistants dans le monde du travail. L'objectif est clair, changer le regard de la société sur les personnes handicapées. Aux entreprises, je dis ceci. La diversité, ce n'est pas un coût, c'est une force. Recruter une personne en situation de handicap, c'est faire un choix de compétences, c'est aussi se mettre en conformité avec la loi. À toute la société entière, je dis ceci, l'inclusion n'est pas l'affaire de quelques-uns, c'est l'affaire de tous. En dépit de ces avancées, des défis subsistent, notamment en matière d'accessibilité à l'emploi et d'engagement du secteur privé. Le FIP-PSH trace ainsi la voie vers une société ivoirienne plus équitable, où chacun, quelles que soient ses capacités, peut trouver sa place et contribuer au développement. Une société inclusive favorise la sécurité, un argument important pour un système scolaire de qualité. Une campagne de sensibilisation vise d'ailleurs à promouvoir un environnement scolaire sécurisé et propice à l'apprentissage. L'école débarrassée de la violence et des risques pour les élèves. On en parle avec Fako Ouattara et Philippe Soro. À quelques semaines des vacances scolaires, la Fondation Begré Fonda Sensi veut sensibiliser sur la nécessité d'un environnement sain dans le cadre éducatif. Une deuxième édition donc dans la commune du Plateau. Thème choisi, grossesse en milieu scolaire, la drogue et les réseaux sociaux. Objectif, sensibiliser, informer et accompagner les élèves dans le choix de leur avenir scolaire et personnel. Les réseaux sociaux peuvent nous servir à profiter, à nous protéger et à aider les autres. Mais on doit s'en servir pour une cause juste et noble. Nous sommes ravis d'avoir reçu aujourd'hui la Fondation Begré Fonda Sensi qui est venue nous sensibiliser sur les thèmes de la grossesse précoce en milieu scolaire, de la drogue et des réseaux sociaux, comment pouvoir les utiliser. Conscient de l'impact de ces fléaux qui minent l'environnement scolaire, le ministère de l'Éducation nationale valide la démarche. La Fondation Begré Fonda Sensi mène aussi cette campagne pour faciliter la croissance scolaire des élèves. Donc cette initiative a été menée de la sorte pour faciliter la croissance scolaire des élèves, de sorte qu'en Côte d'Ivoire, nous puissions trouver des élèves à la fin de leurs études qui ont les compétences requises pour s'engager dans un domaine professionnel bien défini. Ce sont des réels fléaux que nous vivons dans les établissements, ce sont des fléaux qui minent la jeunesse ivoirienne. La Fondation Begré Fonda Sensi œuvre à la promotion d'une jeunesse saine et consciente des enjeux liés à la santé publique et à la protection sociale. Actualité dans le nord-est du pays. À présent, la priorité est fixée sur l'autonomisation des femmes du Bunkani. L'ONU Femmes équipe alors 100 femmes dans le cadre du projet Résilience dans le nord-est donc de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à Bouna et ces femmes ont bénéficié donc de kits d'installation en soutien au lancement de leur activité génératrice de revenus. On en sait davantage avec Hermaniamia. Elles sont plus de 200 femmes de la région du Bunkani qui viennent de recevoir des kits d'installation d'une valeur globale de 20 millions de francs CFA. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Renforcer la résilience dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, porté par ONU Femmes, l'UNICEF et l'UNFPA, avec l'appui du gouvernement canadien et mise en œuvre par la Fondation African Women Initiative. Elle vise à améliorer durablement les conditions de vie des femmes en situation de vulnérabilité dans la région. Aujourd'hui, nous remettons des outils d'autonomie, des instruments de dignité et des opportunités de transformation sociale et économique. La confiance lancée en vous, chers bénéficiaires, traduit également en votre capacité
à réussir, à entreprendre et à devenir des modèles de résilience au sein de vos communautés. Les kits distribués comprennent un important lot d'équipements diversifiés, entre autres des machines à coudre, des fours, des réfrigérateurs, des batteuses électriques, des broyeuses et bien d'autres articles. Il faut indiquer que les bénéficiaires ont préalablement suivi, du 16 au 20 février dernier à Bouna, des sessions de formation destinées à renforcer leurs capacités entrepreneuriales, leur permettant d'acquérir des compétences pratiques pour une gestion efficace de leurs futures activités. On tenait vraiment à remercier la Fondation AUI et ses partenaires. Aujourd'hui, il y a eu mes matériels. Avec ces matériels, je compte mener mon activité, faire mon commerce et puis devenir autonome. Président de la cérémonie, le secrétaire général de préfecture de Bouna, Michel Ziao, a exhorté les bénéficiaires à faire un usage judicieux de ces équipements. Vous recevez des kits d'installation qui constituent un levier concret pour votre insertion professionnelle et votre autonomisation économique. Plusieurs acteurs de la région ont reçu à l'occasion des diplômes de reconnaissance pour leur contribution significative dans la mise en œuvre du projet Résilience dans le Bunkani. Parlons à présent de développement local. Un cadre de coopération avec la diaspora est recherché dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens de l'extérieur sont invités à investir pour le développement de la ville de Soubré. Donc le développement local interpelle ici la diaspora et un forum d'échange et de réflexion sur l'approche est d'ailleurs en projet dans la ville. Martha Kissi nous en dit plus. Dans la salle de réunion de la préfecture, les préparatifs s'intensifient. Autour du préfet de la région de la Nawa, directeurs et chefs de service sont réunis pour structurer l'événement. Objectif, créer un cadre pour attirer les compétences et les investissements des Ivoiriens de l'extérieur. Je pense que c'est une innovation qui gagnerait à être propagée dans les différentes régions de notre pays pour un développement harmonieux. Je pense qu'en tant que représentant de l'État, c'est quand même notre devoir à nous, au niveau local, de faire un développement inclusif qui est constitué de cette diaspora-là. Nous mettons tout en œuvre pour que cette initiative-là puisse aboutir. Prévu du 30 juillet au 2 août prochain, le forum mettra l'accent sur des ateliers thématiques et des réflexions autour des secteurs clés, notamment la santé, l'agriculture, le tourisme et les infrastructures. En coulisses, l'organisation se précise avec la mise en place de commissions et un dispositif sécuritaire. La préservation de l'environnement est au cœur des activités des universitaires et étudiants du département philosophie de l'université Alassane Ouattara de la ville de Bouaké. Gervais Kouassi de RTI Bouaké nous rapporte leurs réflexions. Économie solidaire, préservation de l'environnement, des eaux et forêts, quelles alternatives locales pour la croissance économique et le développement durable en Afrique? C'est le thème qui réunit les étudiants et leurs maîtres du département de philosophie de l'université Alassane Ouattara ainsi que leurs convives. L'initiative est du groupe d'études Max GMAS pour cette première édition de ces journées scientifiques qui s'étendent sur 2 jours. Mettre à nu les causes de la dégradation de notre environnement, situer les responsabilités, ressortir les dangers qui en découlent et surtout envisager les solutions pour freiner le fléau, c'est le but principal de ces rencontres constituées de conférences, panels et échanges. Nous sommes en train d'aller vers un désert autant physique qu'intellectuel. Nous avons l'environnement qui a des problèmes. Nous avons notre écosystème qui ne marche plus parce que nous avons foulé au pied les règles minimales. Le ministère des Eaux et Forêts s'inscrit dans cette dynamique. La déforestation, l'urbanisation incontrôlée, l'exploitation illégale des ressources forestières, le braconnage, la pollution des eaux et les effets du changement climatique exercent une pression sur nos écosystèmes. Car la dégradation progressive de ces ressources compromet non seulement l'équilibre écologique, mais aussi les perspectives de développement de notre pays. La survie de l'humanité dépend de la préservation de notre environnement.
Et comme action de responsabilité environnementale, un financement innovant est mis en place pour soutenir l'agroforesterie dans la filière cacao, mais aussi risicole dans le Cavali. Le Conseil régional du Cavali met en place un programme d'appui au développement économique et écologique dans le but donc de porter les riziculteurs de la ville de cette localité et permettre donc la production en masse. Le reportage de Yafolo de Zahana. À Guigle, le Conseil régional du Cavali a abrité le lancement officiel d'un test pilote de financement innovant destiné à accompagner les producteurs de cacao engagés dans l'agroforesterie. Une initiative portée par le projet Scolure, mise en œuvre par CIFOR ICRAF en collaboration avec le PNUD, avec l'appui financier du Fonds pour l'environnement mondial. Les producteurs bénéficieront de moyens financiers transférés via un opérateur de téléphonie mobile avec pour garantir l'engagement des associations villageoises d'épargne et de crédit. L'ambition, c'est de promouvoir des innovations en lien avec les systèmes alimentaires. Dans notre cas, il s'agit du cacao. Comment produire le cacao tout en restaurant les paysages. Et dans le cas de cette filière, la principale problématique, c'est comment les producteurs accèdent aux ressources financières pour transformer leurs pratiques agricoles. Pour les autorités locales, cette approche représente une opportunité majeure à la fois pour améliorer les revenus des producteurs et préserver les ressources forestières. À l'ensemble des parties prenantes, institutions publiques, partenaires techniques et financiers, ensemble, unissons nos efforts pour assurer le succès de cette initiative et envisager à terme son extension à grande échelle. Les comptes mobiles, parce que tout le monde dans le milieu rural a ça. Avec ces moyens, ils n'ont pas besoin d'aller faire de longs papiers, de faire une longue procédure. Ils peuvent déjà avoir accès. Et quand ils sont dans une ils peuvent avoir accès au crédit et puis l'utiliser pour l'activité qui a été prévue. Avec 50 groupements des AVEC ciblés pour atteindre 150 producteurs, ce test pilote pourrait ouvrir la voie à une nouvelle dynamique de financement durable capable de concilier production cacaoyère et restauration des écosystèmes dans la région du Cavali. Et à présent, un papier souvenir. Dans ce trésor, ce 11 mai marque l'anniversaire de la disparition de Bob Marley, survenu en 1981 aux États-Unis. Il était alors âgé de 36 ans. Cette icône mondiale du reggae, chanteur jamaïcain, est commémoré donc chaque année partout dans le monde pour son héritage musical et ses messages de paix. Walter Amadou Ouattara revient sur cette carrière. Bob Marley. À l'état civil, Robert Nesta Marley est né le 6 février 1945 à 9 Mile, en Jamaïque, d'une mère jamaïcaine et d'un père britannique. Son enfance se déroule dans des conditions sociales difficiles. Il a peu de contact avec son père, un officier de marine qui travaillait pour le gouvernement britannique. Robert Nesta Marley quitte la maison familiale à 14 ans pour poursuivre une carrière musicale à Kingston. En 1963, il forme le groupe The Wailers avec Peter Tosh et Bernie Wailer. Après le départ de Tosh et Wailer, il devient Bob Marley and Wailers, sortant Natty Dread en 1974 avec le tube No Woman No Cry. En 1977, après son exil, il met sur le marché des disques l'album Exodus, incluant Jamming, enregistré à Londres. C'est en 1978 que Bob Marley revient en Jamaïque pour le One Love Peace concert où il réunit deux politiciens opposés sur scène. Bob Marley avait été annoncé à Abidjan pour deux concerts prévus en mars 1979. Ils n'ont pas eu lieu suite à l'annulation de sa tournée ouest-africaine, raison évoquée, la mort d'un proche organisateur. Son dernier concert, il le fera en Pennsylvanie en 1980, avant l'aggravation de son cancer.
Décédé le 11 mai 1981 à Miami, à 36 ans, le roi du reggae demeure une icône mondiale. Sa musique continue d'inspirer la génération actuelle. En hommage au King et à sa musique, plusieurs activités se déroulent dans le monde. En Côte d'Ivoire, Becker Reggae Festival et Yop Reggae Festival en sont des illustrations nationales. Et voilà, Bob Marley, une carrière musicale impactante plus de 40 ans après sa disparition. Parlons aussi donc de Miss Côte d'Ivoire. L'aventure 2026 démarre pour des candidates Miss Côte d'Ivoire en France. Les 2 candidates sont connues. Elles ont été retenues par le jury et les votes du public sur 15 en compétition. On les découvre dans cet élément de Pargassoro Kone Demadongui, Aruna Kone et Gilles Landré. Créteil en France, salle Martin Luther King, chaud bouillant. Sur scène, 15 jeunes filles toutes ivoiriennes esquissent des pas de danse made in Côte d'Ivoire. Concours de beauté Miss Côte d'Ivoire France 2026, avec le passage des candidates dans leur tenue traditionnelle. 2 parmi elles seront sélectionnées pour le grand rendez-vous d'Abidjan, prévu pour le 27 juin prochain. Il y a énormément de valeurs, de principes autour de ces concours de beauté qu'on oublie, mais c'est le cas et donc on essaye en tout cas pendant les 4 mois que nous avons eu à répéter et à leur inculquer toutes ces valeurs, de faire d'elles des Miss. Je leur dis souvent qu'en sortant de là, c'est 15 Miss, c'est pas juste une seule Miss et c'est dauphine, mais c'est vraiment 15 Miss qui repartent forcément avec quelque chose qu'elles ont appris sur elles-mêmes. C'est ça le grand défi. Le message des Miss, puis 4 passages au total pour déterminer la Miss et sa dauphine. Et pour avoir les faveurs des membres du jury, en plus de la tenue traditionnelle, elles défileront en tenue wax, en tenue de vérité et en robe de soirée. Une fois le concours et la délibération terminés, place aux résultats. Ce sont les numéros 14 et 12 qui ont été désignés par le jury et le vote du public pour représenter Miss Côte d'Ivoire France au concours national. Ça me fait plaisir à la fois et franchement, je ne sais pas quoi dire de plus, mais vraiment je suis fière de moi parce que je n'ai jamais baissé les bras. Les responsables du comité ont saisi l'opportunité pour encourager et féliciter le comité d'organisation Miss Côte d'Ivoire France. L'organisation est parfaite, la préparation des filles est très bonne. Maintenant, il faut encore susciter encore plus de candidatures. Le concours Miss Côte d'Ivoire France a vu la participation de la Miss Côte d'Ivoire 2025, Fatine Kone et sa première dauphine, mais également la participation de nombreux artistes, chanteurs. Allez, en continuant, parlons de culture. À présent, Burida, le nouveau directeur général par intérim prend ses fonctions. Il aura pour mission de consolider les acquis et dynamiser le secteur culturel et artistique en Côte d'Ivoire. Davis Oyo nous fait le point. Le professeur Riensier est le nouveau directeur général par intérim du Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur. Il reçoit des mains du directeur général adjoint les documents officiels relatifs à sa nouvelle fonction. Il assure désormais à titre intérimaire la direction de la Maison des artistes du Côte d'Ivoire suite à l'appel à d'autres fonctions de Karim Ouattara, ancien pensionnaire du poste. Vous avez entamé une restructuration dont les résultats sont réels. Mais l'objectif global n'étant pas encore atteint, je suis en mission pour qu'ensemble, nous œuvrons à son achèvement dans un bref délai. En vous installant dans vos fonctions, je voudrais vous assurer du soutien constant de la hiérarchie et vous inviter à inscrire votre action dans la droite ligne des orientations stratégiques du gouvernement en matière de promotion de la culture et de la valorisation des droits d'auteur. Le nouveau directeur intérimaire du Burida, Riensier, est un ethnomusicologue et universitaire ivoirien reconnu pour son expertise dans les domaines de la musique et de la culture. Il est notamment professeur titulaire à l'UFR Information, Communication et Arts de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et actualité internationale, à présent, on poursuit avec la guerre au Moyen-Orient. L'Iran et Trump
campent sur leur position. L'Iran a demandé, dans sa réponse aux propositions américaines de fin de guerre, dans l'ensemble de la région, donc la fin des conflits dans l'ensemble de la région, y compris au Liban, et le déblocage des avoirs iraniens gelés, une condition jugée totalement inacceptable par Donald Trump. Pour lui, la réponse iranienne à la proposition de Washington destinée à mettre fin à leur conflit était sans dénonce des demandes excessives qui vaudrait à une capitulation donc de la part de l'Iran. Et peu après, de son côté, Benjamin Netanyahou lui fait part de sa détermination à récupérer l'uranium iranien. Voilà. C'est le point de l'actualité internationale. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent après-midi sur RTI. Je vous retrouve demain pour notre journal à 13h.